Allez, on y va. Un agriculteur qui est en chimie, je ne peux pas condamner ce qu'ils font, puisque moi je l'ai fait pendant 30 ans. Alors je comprends pourquoi ils le font. Mais moi, c'était la révélation de ma vie, ça. Les engrais, les nitrates. Ça m'a été enseigné à l'école d'agriculture, c'était la révélation. Mais expérience faite, je me suis rendu compte que non, je ne peux plus faire ça. Pourquoi? Parce que la ferme, on ne peut pas la transmettre à un jeune, il ne pourra pas en vivre. Alors que les terres que m'avait laissé mon père, sitôt que j'ai mis de la moussade, ça a réagi tout de suite. Alors que là, sur la fin, au bout de 30 ans, ben non, il fallait que j'en mette beaucoup plus. C'est comme un peu la drogue ou l'alcool. Au début, un petit verre, ça y est, ça vous shoot. Et puis après, il faut que vous envoyiez beaucoup pour le même effet. Eh bien, en agriculture, c'est la même chose. Est-ce que cette agriculture-là va donner, dans le temps, une alimentation vraiment saine? Mais quand on pense qu'il n'y a rien à faire, la chimie, ça va dans les eaux, c'est ennuyant, quoi. C'est ennuyant, quoi. Est-ce qu'on a vraiment un avenir dans ce sens? Voilà, je crois que c'est là qu'il faut qu'on se pose la question, ça c'est clair. Mais c'est chacun qui doit se la poser. Je n'ai pas la prétention de vouloir donner des conseils ou tout ça, de vouloir dire non, toi tu fais bien, toi tu fais mal. Que chacun fasse sa propre expérience, mais surtout qu'il arrête de temps en temps de dire mais ce que je fais, est-ce que c'est durable ou pas? J'ai beaucoup de collègues qui n'ont pas l'air d'en prendre conscience. J'en connais encore qui pratiquent leur mélange, leur préparation sans même se protéger. Et puis pour qui, s'il y a des autorisations de mise sur le marché par les boîtes, par les firmes phytosanitaires, pour eux, c'est qu'il n'y a pas de danger, quoi. Bon, moi, je trouve ça très inconscient, quoi. Avec ma femme, quand on a réfléchi à la conversion à l'agriculture biologique, donc ça allait de soi de s'orienter derrière avec un atelier de transformation et d'aller vers la vente directe pour aller au contact des clients. À l'origine, j'étais directrice de MJC, donc ça n'a rien à voir. Reynald se posait beaucoup de questions par rapport à la conversion bio. Et puis moi je travaillais beaucoup, donc un jour il m'a dit ça serait bien que tu t'occupes un peu plus de nous et un peu moins des autres. Et donc j'ai trouvé un endroit pour faire une formation sur du pain bio au levain au CFA à Chaumont. C'est vrai que c'était quand même un sacré pari parce que tout le monde disait mais t'arrêtes ton boulot à la MJC pour aller faire du pain. Enfin, tout le monde était vraiment très très étonné. Dans mon parcours de conversion, de prise d'information, j'ai eu beaucoup de contacts avec de nombreux agriculteurs déjà en bio, et notamment Bernard Renaud. On est allé faire une visite sur sa ferme. Là, on a vu sa plateforme de collection de blé ancien, quoi. Ça nous a séduit, principalement dans l'esprit de vouloir conserver une biodiversité qui est de plus en plus malmenée. La semence, c'est quand même la base de notre métier, quoi. C'est le départ de tout. Donc c'est ce qui est à préserver et à protéger avant tout. Il est bon, hein? Tiens, il y a des coccinelles. Regarde. C'est beau. La coccinelle mange la larve et les pucerons. Ben, t'as pas besoin de faire d'insecticides, hein. On n'a pas besoin de les élever. Quand elles ont à manger, elles sont là, hein. Elles viennent toutes seules. Elles viennent toutes seules. Donc ça, c'est une variété de blé moderne. C'est du capot qui a été adapté à la culture bio. Donc là, toute la parcelle est cultivée comme ça. Et au milieu de cette parcelle-là, on a donc décidé de mettre la plateforme de blé ancien. Et l'idée, c'est que de voir ce qui se comporte le mieux sur cette parcelle-là. Et moi, à l'avenir, d'installer certains blés anciens sur ma parcelle pour remplacer le capot. Pour vraiment cultiver les blés anciens sur mon exploitation. Et essayer de poursuivre ce que Bernard et René ont fait depuis toutes ces années. Parce que je considère vraiment, comme j'ai dit, que c'est un trésor. La plateforme elle a été mise en place pour que les agriculteurs viennent sur place, la visitent,
a une relation avec le blé quand il est poussé, quoi, pour installer sur leur terre après. Nous sommes sur la ferme de Stéphanie Parisot. Stéphanie est adhérente à l'association Graines de Noé, qui fait partie du réseau semences paysannes national et même international, il faut le dire. Ce n'est pas une petite affaire parce qu'il y a un mouvement qui se met en place en terre pour faire revivre ces céréales-là qui ont été abandonnées. À la fois, il y a l'aspect conservation-préservation, mais en même temps, ça vit, quoi. C'est pas seulement de conserver dans une boîte, dans un frigo, quoi. La conservation en frigo, c'est un peu de la nature morte, quoi. Mais là, de faire de la conservation dans nos champs et permettre à ces blés de se renouveler et puis tout en étant conservés, de continuer à évoluer, quoi, et de s'adapter au sol et au climat de chaque année, c'est assez spectaculaire, quoi. Des variétés de blé anciens, ici tu en as 135. Hein. Chaque paysan, quand il vient, on organise des journées de formation. Eh bien, il a son petit papier, puis il écrit, comme toutes les parcelles sont notées, sont numérotées, avec le nom et tout. Et là, quand il ressort d'ici, il dit, voilà, moi je voudrais voir ça. Alors on lui donne, attention, on ne les vend pas, hein, on n'a pas le droit de les vendre, on les cède, comme on les reçoit des conservatoires, on les cède à titre expérimental ou scientifique, de manière à ce qu'il les expérimente chez lui, pour savoir s'il va pouvoir les valoriser et éventuellement les panifier. Voilà. Donc ce blé-là, c'est une variété espagnole, s'appelle Roja de Sabando. Donc on a celui-là en multiplication pour la première fois cette année. Donc ce blé-là, c'est un amidonnier, donc ça s'appelle les mers noires. Donc la première fois qu'avec Laure on a vu la plateforme chez Bernard, c'est une des variétés qui nous a tout de suite séduites, quoi. C'est assez extraordinaire, c'est bleuté, il y a des liserés jaunes sur l'épi. Enfin nous, ça nous a carrément scotché, quoi. Et il y avait celui-là aussi qui avait épaté Laure. C'est vrai que c'est assez spectaculaire. Donc c'est le blé miracle. Donc c'est un épi tout à fait bizarre. C'est sur l'épi qui se produit des thalles, quoi. Il y a à nouveau des départs d'épis sur l'épi, quoi. Alors ici, il faut savoir que les plateformes comme ça, elles s'adressent à un monde agricole qui est dans la recherche, qui a souvent expérimenté la chimie. Et puis grâce à l'expérimentation de la chimie, on dit bon, comment on pourrait voir les choses autrement. Il faut savoir que ces blés-là, ils ne supportent pas du tout les engrais. Par contre, ce qu'il faut, attention, il faut faire une bonne rotation dans son blé. Il ne faut pas faire un blé sur blé. Vous voyez, c'est un blé qui a été fait sur une luzerne ici, et la luzerne elle a le pouvoir de prendre l'azote de l'air, de le fixer au niveau de ses racines pour le restituer au blé. Alors il faut être un vrai paysan, et c'est le cas de Stéphanie qui sait comment faire sa rotation des cultures pour que le blé, eh bien, il a un azote naturel, mais il ne faut pas aller chercher un azote artificiel, mais il faut servir de la nature, de l'azote naturel pour nourrir ces blés-là. Voilà. Alors, comme ils ne supportent pas les engrais, eh bien, ils vont parfaitement bien aller dans les terres qui, aujourd'hui, dans l'agriculture chimique, ne sont plus viables. Parce que les charges, c'est-à-dire les engrais, sont au-delà de la vente du produit. Alors que si on met ces anciennes variétés, par expérience faite sur les fermes qui l'ont déjà fait et qui sont en train de le faire en ce moment, c'est clair que là, ça marche. On est à peu près à 1 kilomètre de la ferme et donc on arrive au bord d'une parcelle donc où sont implantés les blés avec lesquels on fait notre pain pour le moment. Donc ça, ce sont des blés bio modernes, quoi. Mais on va s'orienter assez rapidement au niveau de la panification vers d'autres variétés qui sont juste de l'autre côté du chemin. Les blés anciens,
Déjà sur la bordure, là c'est de l'épeautre, du grand épeautre. De ce côté-ci, c'est de l'engrain. Et juste en face de nous, on a rouge du roc que je suis en train de multiplier. Donc avec cette plus grande parcelle, on pourra déjà faire du pain sur la fin d'année avec cette récolte. Ce sont des variétés qui sont bien adaptées à la culture bio parce que donc elles n'ont pas de gros besoins en azote, quoi. Donc elles ont un niveau de productivité inférieur aux variétés plus récentes, certes, mais elles ont des qualités nutritionnelles intrinsèques plus intéressantes, des parfums sensationnels et très agréables à travailler à la panification. Là, je les cultive distinctement pour pouvoir les garder chacune, mais pour ce qu'on va panifier, je vais tout rassembler dans une même population, donc faire un mélange de manière à avoir des variétés diverses. Et c'est cette diversité qui fait en fait trouver un équilibre, quoi. S'il y a une variété qui une année, en fonction des conditions climatiques, va être plus pénalisée par un coup de froid ou un coup de chaud à tel moment, l'autre va peut-être compenser, ce qui fait qu'on peut atteindre une meilleure régularité et aussi des meilleures résistances face aux ravageurs, s'il y en a un qui est plus attaqué qu'un autre. Donc on a beaucoup d'avantages à ne plus avoir une uniformisation, quoi. La spécialisation, ça a peut-être des avantages, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Oui, on va arriver à mieux les mettre en valeur dans la transformation directe, parce que des blés comme ça, dans un circuit plus long, ils ne sont pas distingués du blé moderne qui est de l'autre côté du chemin, quoi. Si je les livre à ma coop bio, ils vont les mettre dans le même tas que l'autre, quoi. Donc c'est quand même dommage, quoi. Même si déjà le blé bio moderne est déjà plus intéressant à mon idée que le blé cultivé en conventionnel, ça va être encore un cran au-dessus, quoi. Alors, en plus de ça, elles ont l'avantage, par exemple, regardez cette variété-là, ici par exemple. Il y a beaucoup d'espace entre les nœuds. Le champignon, quand il commence au pied, il met beaucoup de temps pour aller de nœud à nœud. Et vous pouvez remarquer, regardez, malgré la pluie, ce sont quand même des feuilles qui sont saines. Et ces feuilles-là aident à la plante à nourrir l'épi et puis elle l'aide à mûrir. Alors, un blé moderne, comme ça, c'est un blé moderne, ça c'est un capot par exemple. C'est un blé capot, c'est une variété moderne, et comme c'est plus court, c'est quand même plus sensible. Vous voyez, on voit tout de suite que cette feuille-là, regardez, elle a déjà plus de sensibilité, cette feuille-là, que celle qu'on vient de voir. On le voit, une variété moderne, même en bio, elle est plus sensible que cette variété-là. C'est impressionnant, la santé qu'il y a là-dedans. Hein. Et il faut savoir que moi je les ai cultivés, les blés modernes, à côté des blés anciens, et je me suis aperçu que quand je les arrachais comme ça, le blé moderne, il s'arrachait tout seul. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de racines, alors que le blé ancien, il fallait que je tire. Parce qu'il a un système racinaire important. On s'aperçoit que les variétés modernes, elles sont beaucoup plus sensibles à la sécheresse, alors que ces variétés-là, elles ont un système racinaire beaucoup plus profond, elles résistent beaucoup mieux aux aléas climatiques qu'on peut avoir, parce que maintenant, on est dans un changement climatique, il n'y a rien à faire. Mais avec des extrêmes, avec des froids qu'on ne connaissait plus. Par exemple, celui-là, il a bien résisté au gel, alors que celui-là, il n'y a que quelques épis qui ont résisté. Donc ça va être intéressant de les garder et de les ressemer, parce on a eu un hiver très fort, donc eux, ils ont résisté à cet hiver. Donc c'est une variété qui va être résistante. Malgré le gel, ils ont poussé. Donc les épis vont être intéressants. Et c'est toute l'idée de la plateforme. De voir comment le blé se comporte, les épis, s'ils sont sensibles aux maladies, à l'averse,
pour que les paysans qui viennent visiter la plateforme choisissent aussi ce qui va les intéresser. La terre d'ici n'est pas la même que la ferme d'à côté, la ferme à 5 km de là. Alors on ne peut pas dire que toutes ces variétés-là conviennent au terrain de chez Stéphanie, non pas du tout. Mais elles sont là, et puis les agriculteurs viennent les voir, si bien que le but, c'est de remettre ces variétés-là dans les différents terrains. Il y a une diversité de terres, et s'il y a une telle diversité de variétés, de populations, eh bien c'est parce que chacune va s'adapter au terrain. Et ça, le but n'est pas d'avoir une variété unique pour tout le monde. Non, il faut trouver la variété qui est vraiment adaptée au terrain, qui est vraiment adaptée, comme on dit, au terroir. C'est exactement comme dans la vigne. Vous savez, dans la vigne, vous avez des appellations. Eh bien, dans le pain, ça devrait être pareil. Et ça, on a perdu cette connaissance. Ça, c'est bien clair. On remet ça en place, mais on n'a pas les anciens pour nous dire, puisque moi je suis un des plus anciens, vous voyez. Il y en a plus guère de mon âge qui font ça. Hein, alors, moi, vous voyez, je n'ai pas eu connaissance de ça. On a perdu ça, ça ne m'a pas été enseigné moi. Vous voyez, il faut qu'on a tout à redécouvrir. Une planète où on travaille, nous si on travaille les forces de vie qui sont là-dedans, parce que c'est les forces de la semence, il faut savoir que cette semence-là, nous l'avons reçue des générations précédentes. Ça a 10 000 ans ça, et nous avons le devoir de la transmettre en tant que telle. Et nous avons le devoir de transmettre la vie, parce que ça, ce sont les semences de vie qui libèrent l'agriculteur, qui ne l'attachent pas, parce qu'en face de nous, il faut bien savoir qu'on a les OGM. Et les OGM ne font jamais qu'attacher les agriculteurs, ils sont obligés de racheter les semences aux semenciers. Et qu'est-ce qu'on va passer dans les OGM? On fait ce qu'on veut, à partir du moment qu'on manipule génétiquement, on manipule le cœur de la cellule. On manipule le cœur de la cellule. Et on ne sait pas les effets que ça va avoir, mais on se permet ça, on se demande où est la conscience de la science quand même pour ça. Il faut faire attention. Et c'est aussi enfermer les agriculteurs dans un système et les priver aussi de leur autonomie et du choix de ressemer telle ou telle variété s'ils en ont envie, quoi. Le choix de partir sur l'atelier de transformation, c'est aussi pour être moins dépendant des marchés, quoi. Parce que donc, les marchés maintenant se fixent au niveau mondial, quoi. Et dès qu'il y a un incident climatique à l'autre bout de la planète, il y a tout de suite le prix du blé en conventionnel qui peut évoluer à la hausse comme à la baisse, alors que nous, toute la partie qui est transformée, le prix est fixé dans notre boutique à 1 km. Quoi. Et on a une meilleure sécurité et de fait une indépendance qui est aussi assez rassurante, quoi. Pour moi, le circuit court, ça va être la solution pour les agriculteurs. Parce que, étant donné que les marchés s'ouvrent à l'international, on ne peut pas être compétitif sur l'industriel, donc on va être obligé de revenir à un commerce de campagne, où à ce moment-là, il n'y aura pas d'intermédiaire entre l'agriculteur et le client. Ce qui fait que l'agriculteur ne vendra pas son produit à faible prix pour qu'il soit vendu après à un prix exorbitant. Il aura directement les bénéfices de son travail. Le blé, par nature, il doit être broyé sur une meule de pierre. Mais la meule de pierre, il n'y a pas un gros débit, mais seulement ça garde la qualité du grain, ça garde la qualité du germe, parce que la meule de pierre ne chauffe pas. Une meule métallique, elle a un nettement plus gros débit que la meule de pierre, mais elle chauffe la farine, et ça, mettre une farine, un blé comme ça, des blés anciens comme ça, sur une meule métallique, c'est un véritable meurtre. Là, on a tout cassé l'énergie. Les farines industrielles, le grain de blé, il passe dans des cylindres métalliques. Et quand le grain de blé passe dans les cylindres métalliques, à l'intérieur du germe de blé, il y a de la vitamine E. Et quand ça passe dans les cylindres, ça fait rancir la farine. Donc les industriels, ils s'arrangent pour extraire le germe de blé, pour ne pas être embêtés avec les problèmes de rancissement. Ce qui fait que c'est une farine qui est beaucoup moins nutritive que la farine que nous, on utilise.
Pour l'instant, nous, on fait du pain avec des variétés modernes, qui sont des variétés spécifiques à la bio, mais qui sont des variétés modernes. J'ai fait qu'une fois du pain avec une variété ancienne parce que on a semé cette année encore des variétés anciennes, mais la première année on a eu 1 kilo, donc on a semé notre kilo, tout ce qu'on a obtenu on l'a ressemé, et cette année on espère avoir suffisamment de blé avec des variétés anciennes pour pouvoir en faire un peu de farine. Certains diététiciens disent, mais il n'y a pas d'études publiées, mais certains diététiciens trouvent que le pain qui est fabriqué à partir des variétés anciennes de blé est plus adapté à la digestion du corps humain. Parce qu'en fait, la recherche a évolué tellement vite que le corps humain n'a pas pu s'adapter à la recherche. Donc le gluten qui est dans le pain des variétés modernes est moins adapté au corps humain. Alors que quand on fait du pain avec les variétés anciennes, c'est du pain qui est beaucoup plus adapté à la digestion. Et donc il y a moins d'allergies. Donc ça c'est le moulin. Donc en fait on stocke le grain à l'étage. Le grain tombe par gravitation directement dans le cône. Et puis là à l'intérieur du plastique, tu as une meule de pierre en granit comme le socle. Ce qui est moulu tombe dans le tamis, et puis tu as la farine qui tombe au fond du bac. Et puis tu as une vis de reprise qui distribue la farine dans les sacs. Et donc ça fait de la belle farine. Donc ça fait du circuit très très court parce que le plus grand trajet qui est parcouru, c'est le trajet du champ pour venir jusque chez nous, quoi. C'est court, et puis après la distance que parcourent les clients pour venir chercher le pain, mais c'est court. Il se conserve mieux, il est excellent. C'est comme du gâteau, on mange ça comme du gâteau. Et puis c'est un soutien à l'agriculture biologique. Voilà. Il est vrai que ça représente beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de travail. Mais on a la récompense de tous ces efforts au contact des clients quand ils nous disent ouais, votre produit est bon, quand on les voit revenir. Et ça, c'est gratifiant, quoi. C'est très gratifiant. L'objectif premier, c'était vraiment de mettre en accord ma façon de travailler avec ma façon de penser, quoi. Le bien-être commence par là, quoi. On est sûr de ce qu'on mange et que c'est fait avec des produits naturels. Donc il n'y a pas d'additifs. Le pain, il est très 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 bon. Je viens les 2 jours où c'est ouvert et depuis le début. C'est vraiment très bon. Il se garde plus longtemps, il est meilleur au goût, il est bon. On a ouvert en octobre, ça fait 9 mois. Ça a fonctionné très bien dès le départ. Enfin, on est vraiment super contents. Les ventes, elles ont pratiquement doublé par rapport à ce qu'on avait prévu. Donc en fait, sur notre ferme qui était à l'origine avec 1 emploi, maintenant il va y en avoir 3. Parallèlement à ça, une ferme à côté s'est agrandie avec 1000 hectares, ils vont être 3. Ça veut dire que nous, on arrive à vivre à 3 et que eux, sur 6, 7, 8 fois plus que nous, ils sont à 3. Peut-être qu'il n'y a peut-être pas les mêmes revenus non plus, mais en termes d'embauche, c'est pas la même chose non plus. Nous sommes sûrs de la réussite parce qu'on sait que déjà les paysans et toute la série en circuit court qui travaillent comme ça marche très bien. Voilà, ça c'est clair. Moi je pense qu'on va vers la vie en faisant de l'agriculture bio, en découvrant ces blés anciens, etc. Et que forcément c'est positif, on rencontre des gens, c'est complètement ouvert. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est l'ouverture que ça donne sur le monde dans tous les domaines, quoi. C'est ça qui est enrichissant. J'ai beaucoup de satisfaction, moi, après avoir fait 30 ans d'agriculture chimique, d'avoir converti la ferme, d'avoir revu notre fils qui a quitté son métier, qui était ingénieur, pour revenir reprendre la ferme. Et ensuite, après avoir travaillé les semences pendant... c'est le 13e semis qui a été fait ici, ça fait 13 ans que c'est commencé, de faire partie, d'avoir mis en place l'association Graines de Noé,
avec toutes ces semences-là, de les avoir cédées gratuitement à l'association de la Noé, de faire partie, on n'est pas tout seul, de tout un groupement national et international sur les semences, sur la préservation de la vie et de la semence. Mais il faut savoir qu'on le transmet en Champagne-Ardenne, on l'a transmis en Alsace, on l'a transmis en Franche-Comté, on l'a transmis aussi dans le centre de la France. Et puis il faut savoir qu'on a eu la visite à Châtillon dernièrement, une exposition du 7e lycée agricole qui s'y intéresse, c'est-à-dire que l'enseignement est là. Et c'est pourquoi j'ai dit il y a des jeunes qui s'y intéressent. Donc c'est un mouvement qui est en place et que maintenant on sent qu'il ne s'arrêtera plus. Moi j'ai 80 balais, j'ai encore pas envie de m'en aller tout de suite. Mais le fait de transmettre, que ça soit transmis, bon, ben c'est super quoi. Je crois qu'il faut qu'on ait confiance, mais ça c'est confiance en quoi? C'est confiance à la vie. Hein. Et ça, si on y croit, on ne peut que réussir. Si on a des doutes, on nourrit le doute.